de message qui a été vraiment envoyé quand je suis retourné chez moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, ouais, franchement là, c'est obligé que je fasse une réaction live. Et en plus de ça, je vois bien que le titre du chapitre a l'air assez prometteur, donc forcément qu'il y a un truc qui s'est passé. Donc le titre du chapitre, chapitre 406 de Fairy Tail, La fille dans le cristal, où on s'est arrêté donc au chapitre précédent, Margui, donc qui avait pété un câble, hein, le mec qui était là avec les yeux grands ouverts. Waouh, je suis de nouveau en colère, super mec. Bref, dans tous les cas, on est donc dans un chapitre où certainement Margui va enfin nous montrer de quoi il est capable sérieusement. Et je suis impatient de voir ça puisque, je veux dire, ce mec, c'est un peu le régent de la guilde, vu que le maître il est pas là, il a quand même la puissance d'un maître de guilde, et moi ça me fait plaisir de voir ça parce que comme ça on a enfin peut-être un méchant potable, enfin je sais pas. Bref, donc la cover du chapitre cette semaine, donc avec Anatsu, avec Inil et Aknologa, je déplore un peu le fait qu'il n'y ait pas Margui pour qu'on ait un peu genre le Inil contre Aknologa et Natsu contre Margui. Enfin ouais voilà, qui manque donc ouais Margui. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon c'est pas si grave que ça. Je remarque par contre qu'il a une petite cicatrice là au niveau en bas du torse là comme ça. Sur les côtes. Je sais pas si c'était déjà là avant ou alors si c'est une coïncidence. À mon avis, c'est une coïncidence parce qu'il a combattu beaucoup. Enfin, il a fait que ça, Natsu, depuis au moins une bonne cinquantaine de chapitres. Il a fait que combattre Natsu, quoi. Le mec, il est pas crevé. Et le pire, c'est que, genre, s'il y avait eu un truc qui lui aurait rendu de la force, on aurait compris. Mais là, franchement, Natsu a pas arrêté de se battre. Je veux dire, même Naruto, par exemple, Naruto, il a pas arrêté de se battre depuis au moins une bonne dizaine de tomes. Mais non-stop, quoi. Mais là, je peux comprendre qu'il y a une raison, parce qu'il y a son truc qui lui file de l'énergie, tout. Mais Natsu, il y a rien qui lui donne de l'énergie. À la limite, bouffer du feu, ouais, ok, mais ça le guérit pas vraiment. Ça lui redonne des forces, mais ça le guérit pas forcément. Bref, donc la première page, on a donc Elfman qui donne un coup de poing à l'ami, donc l'ami qui est une malédiction, celle-ci je crois peut se dédoubler si j'ai bien compris, enfin créer des clones, enfin j'ai pas très bien compris, mais en tout cas ça occupe en gros la grosse partie de la guilde. Ce qui explique que ceux-ci ne peuvent pas aller donc prêter main forte aux autres, et même s'ils le faisaient, de toute façon, ils seraient gangbang. Et à peine ils arrivent, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que Lissana ou Elfman encore puissent faire contre Mardi ou Aknologa, je veux dire, ça, ils servent à rien, quoi. Ils servent à rien, donc ils se font les petites sous-fifres qui servent à rien non plus. Bref, donc on voit même Jet et Droy dans la bataille, c'est intéressant, alors qu'on a complètement oublié la magie de Jet et de Droy, justement. Surtout Droy, même Jet, on se souvient qu'il avait une magie de vitesse, mais Droy, franchement, c'est une magie qui contrôle les plantes. Merci, on a eu Azuma, pardon, Warhol Seeken, à côté de ça, le mec, il peut s'endormir, quoi. Bref, on a aussi une petite case assez marrante, où en gros, il y a Warren qui ne combat pas, parce que c'est vrai que Warren, il y a une magie de télépathie. Et je trouve ça assez sympathique de voir d'ailleurs que certains persos ne sont pas laissés en arrière. Vous voyez, on a des persos, voilà, on voit leur pouvoir et après c'est tout quoi. Non, évidemment, il y a d'autres persos secondaires et au moins on garde leur existence. D'ailleurs, il y a une question que je me pose, c'est qu'on sait que Fairy Tail, par exemple, n'est pas enfin, la Fairy Tail actuelle n'est plus composée uniquement des membres qui étaient là au retour de l'île Tenro. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu des nouveaux membres no-name qu'on connaît pas, ouais, des mages classiques, ouais. Et ils sont aussi sur Tartaros. Et pourquoi est-ce qu'on les voit pas? Vous voyez, je veux dire, j'aurais préféré que Fairy Tail reste une guilde, par exemple, où on a que les membres principaux. On perd plus notre temps à mettre dedans n'importe qui, vous voyez. Mais bon, en même temps, c'est vrai que ça perdrait son sens vu que c'est une guilde, elle est censée accepter de nouvelles personnes, blablabla. Mais bon, il faut, je sais pas, la guilde de Fairy Tail, après avoir purgé les anciens membres qui, après les 7 ans, je veux dire, pour moi, ça avait gardé un sens, voilà, c'est tous les guildes, ils sont le cœur de la guilde, ils sont comme une vraie famille, alors que les autres membres no-name qui se ramènent, je veux dire, c'est un peu de la merde qu'on s'en fout d'eux. Bref, donc tout ce petit monde est en train de se battre contre l'ami Elfman, donc qui crie justement dans le chapitre End, est-ce que ça va l'appeler? Non, je pense pas, c'est une coïncidence. Mais dans tous les cas, ils arrivent à se débarrasser donc de tous les amis, je sais pas combien il y en avait, et on voit donc Lucie qui rejoint donc le petit groupe. D'ailleurs, celle-ci a toujours les vêtements d'Aquarius, bon, Aquarius qui est véritablement morte, enfin non, pas morte, mais en tout cas définitivement définitivement perdu sa clé, et Warren qui fait un petit commentaire totalement inutile, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, voilà, un petit flashback dans sa tête où il a perdu Aquarius. Et je veux dire, tout ça, d'ailleurs, c'est fait exprès, hein. Par exemple, je vais pas parler de l'animé en entier, mais je veux dire, c'est fait exprès que le fait que dans l'animé, par exemple, on voit qu'il y a un lien avec enfin un arc hors série, mais un arc quand même sur les esprits, certainement pour nous rappeler un peu tout ça avant justement cet arc-ci où Aquarius a malheureusement un destin plutôt funeste. Mais bon, voilà, donc tout est fait exprès, on va dire. Ensuite, on a un petit point de vue sur la situation. En fait, si je comprends bien, on voit donc Gagil, Lévi qui sont donc en route pour retrouver Polushka avec le médicament, vu qu'ils ont accédé, enfin, ils ont réussi à prélever un échantillon du sang là de Tempesta. Donc, ils peuvent soigner Laxus. Il était temps, il faut que Laxus rejoigne la bataille, bordel de merde. Moi, je veux que le mec il arrive en mode warrior. Enfin, merde quoi. Enfin, soit. Ensuite, il y a Grey qui est aussi là et qui se dit d'ailleurs qu'est-ce que ceci fait là. Alors je ne sais pas à quoi il fait référence, non je sais pas du tout à quoi il fait référence vu que Grey est supposé disparu depuis un bon moment, on le voit enfin et visiblement il a trouvé quelque chose. Je ne sais pas si vous avez une idée de quoi il a trouvé. N'hésitez pas à le dire en commentaire parce que moi je vois pas du tout. Bref, Lucie qui dit que donc Grey a chopé un nouveau pouvoir, donc tout le monde a compris ça. Et elle ne peut pas résumer vite fait ce qui est arrivé à Natsu, vu que c'est vrai que c'est compliqué de résumer le fait qu'il y a un dragon qui s'est sorti de Natsu. Voilà, résumé, point. Enfin bref, dans tous les cas, elle rappelle un peu la situation qu'on connaît tous, quoi, merde, on s'en fout.
Bref, et donc là tout le monde maintenant est au courant que Ignil est donc du côté de Natsu, et ça c'est une bonne chose, vu que c'est vrai que s'il y avait deux dragons, franchement, déjà un dragon il se pisse dans le froc, alors deux dragons, le roi du dragon de feu, le roi de ténèbres, les ailes de la mort, les ailes de l'apocalypse, machin comme vous voulez, je veux dire par là, franchement, autant vous suicider tout de suite, hein. Je veux dire, autant vous, c'est pas la peine de vous casser, autant vous exploser la gueule direct, parce que vous allez crever deux dragons, quoi. Déjà les 7 dragons, c'était même pas de la merde, hein. Et là c'est le roi des dragons de feu et le dragon de l'apocalypse. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Vous manquerez plus qui est, je sais pas, le roi des démons. Ah oui, End il est là, excusez-moi. Enfin, je veux dire, je veux dire tout le... C'est là que, par exemple, Ethereum aurait dû te balancer. C'est là que Ethereum, faudrait peut-être se dire, bon, là, c'est vrai qu'il faudrait balancer Ethereum. Je veux dire, là, avant, il y avait, par exemple, avant les 7 ans, il y avait Hades, il y avait Zeref. Mais là, il y a quand même deux putains de dragons, le roi des démons, et peut-être Zeref qui traîne pas très loin. Mais on s'en fout de vérité, il faut les atomiser. Faut les atomiser. Bref. Donc, Wendy qui revient enfin avec, avec, avec Doran Balt, le vieux pédophile qui... Doran Balt, ce petit pédophile, hein, on a compris. Bref, Doran Balt donc qui revient avec Wendy, qui rejoignent les autres. Voilà, même les gens ne se souviennent même pas du nom de Doran Balt, c'est pas grave. Bref, tout le monde apparemment a vu que Wendy s'était coupé les cheveux. Apparemment, c'est une nouvelle tellement incroyable que Warren est en train d'en pleurer. Warren qui est aussi un petit pédophile, je crois, hein, parce que si on se souvient bien de l'OAV numéro... l'OAV numéro 4 ou 3, non, le 3, je sais plus, l'OAV où ils sont dans la piscine là, vous voyez bien la réaction de celui-ci lorsqu'il a vu Wendy et Shelia, hein. Il y a quand même des questions à se poser dans ce petit monde de pervers. Bref, les gens maintenant sont aussi au courant qu'il y a plusieurs faces et qu'il n'y en a pas qu'un seul, et ça c'est pas même à faire. J'imagine qu'ils vont demander donc à Warren, peut-être vu que sa magie de télépathie, donc de communiquer et de parler avec toutes les autres guildes pour enfin les appeler, parce que moi je pensais qu'ils allaient se téléporter avec Doran Balt et les appeler, mais visiblement c'est pas le cas. Bref, de retour enfin putain, c'est incroyable. De retour donc sur Margui et ses putains de trucs là autour de ses pieds. J'ai remarqué que quand... J'ai remarqué, mais vraiment, hein, lorsque Marshima arrive pas, non même les dessinateurs de manga en général, ils détestent, et remarquez-le bien, ils détestent les chaussures classiques. Ça veut dire qu'en gros, il y a toujours un truc au niveau des pieds. Il n'y a aucun héros de shonen qui a des pieds dans des bêtes chaussures, dans un bête froc comme vous et moi le porter. Ils ont tous leurs pantalons enfoncés à l'intérieur de bottes. Ils les ont tous. Et j'ai remarqué que c'est vrai que ça rend pas très bien en manga. Et par exemple ici, comme c'est le cas de Margui, ils ont ajouté ce petit truc autour des pieds comme s'ils voulaient coller le truc, vous voyez. Et ils ont fait le même truc avec l'Axus. Enfin, c'était au niveau des jambes, mais c'était le même délire. Vous voyez, j'ai remarqué, ça c'est incroyable, hein. Et quand c'est pas le cas, ils mettent des pantalons noirs, il faut des dessins assez sombres pour que justement on le voit pas. J'ai remarqué ça parce que même Natsu ils ont des sandales, Luffy sandales, Son Goku des bottes, Senseiya des trucs où ils avaient, bon c'était des bottes mais c'était une armure, Bleach des sandales, euh, dans Naruto des sandales, enfin je veux dire c'est que des sandales quoi. Et en fait c'est une manière de pouvoir faciliter certainement le dessin et surtout la justification de garder peut-être les pieds nus à un moment donné ou quoi que sais-je, enfin d'avoir des trucs un peu plus libres, je ne sais pas. Mais bon dans tout le cas vous voyez bien que là, franchement, on peut en remarquer que ça, quoi. Les méchants, ils ont soit des bottes, mais ils ont jamais des chaussures. Tout le monde a des bottes, hein, et l'auteur, ils aiment bien les bottes. Enfin bref, c'était un petit aparté un peu bizarre, mais je suis sûr que vous allez maintenant checker quelques mangas que vous avez en vous disant que dans des shonen, putain, c'est vrai, ils ont pas des chaussures, ça rend pas très bien au final. Enfin bref, c'est un petit commentaire un peu inutile, mais vous remarquez bien que sur Margui, ça fait pas. Bref, dans tous les cas, même par exemple, excusez-moi, remarque, Hades, avant, il avait des bêtes shoes. Et après sa transformation, il a eu une bête armure au niveau des pieds et tout, hein. Franchement, c'est pas fait exprès tout ça, c'est pas fait exprès. Bref. Donc Marky qui dit que, en gros, qui explique que les sentiments obscurcit un peu les pensées, enfin tout ça, et qu'en gros c'est pour ça que lui reste calme, c'est pour pouvoir garder l'esprit tranquille, c'est pour ça qu'il se surnomme surtout le tacticien, vu que Marky a apparemment un plan pour se débarrasser de Acnologia et de Igni, qui est certainement donc fait, je pense que c'est que ça, mais dans tous les cas, le mec il est totalement confiant, à tel point que maintenant il laisse, oh ouf, attention, il dépose le livre de End, attention, je veux dire, Marky, si t'es assez intelligent, tu déposerais pas le livre de End. Natsu pourrait juste aller le shipper et le voler. Mais bon, Margit est assez fort, donc j'imagine que si Natsu essayait de le prendre, il serait ramassé une grosse tarte dans la gueule, donc je pense qu'il devrait rester assis. Mais pour moi, je trouve ça quand même assez dangereux, personnellement. Bref, Maître End, excusez-moi pour un petit moment, voilà, le mec il est là, c'est un gros bourgeois. Ça m'étonnerait pas qu'il ait limite un accent français en fait dans le film. Ça, je rigole, mais c'est marrant hein, parce que vous savez les clichés des Français, du français type, dans les animés en général, c'est vraiment un peu un truc qui est très con, mais vous savez, il y a tout le temps les clichés dans ce genre d'animé. Par exemple, le cliché du français dans Fairy Tail, c'était Monsieur Sol. Vous savez, le Sol, celui qui maîtrisait la Terre dans un des éléments de fort là, qui faisait partie de Phantom Lord avec Jubia, Arya, je veux dire, ce mec, et Totomaru surtout, mais ce mec là franchement c'est un gros cliché de français, dites ce que vous voulez, c'est un cliché de français. Et ce qui est marrant c'est que dans les versions françaises en fait le cliché de français devient un cliché d'anglais, vous voyez, histoire d'essayer de faire un peu dans le truc, et essayer évidemment de pas se foutre de sa propre gueule, mais je veux dire c'est assez rigolo, enfin bref.
Donc dans tous les cas, Mardi qui est là et qui dit qu'il déteste particulièrement l'émotion qui s'appelle donc la haine et que en gros il perd son contrôle quoi. Et le mec il perd de vue ce qu'il doit faire, l'objectif. Donc en gros c'est un gros malade mental et que c'est pour ça qu'il a l'air toujours calme. C'est vrai que depuis le début il avait l'air toujours calme, mais à aucun moment je ne l'ai vu genre particulièrement énervé ou même limite vraiment super surpris ou inquiet. Enfin, c'est arrivé une seule fois, c'était quand le roi des esprits a libéré donc Fairy Tail de Allegria, mais depuis pas vraiment quoi. Donc Margui est Margui, celui qui est appelé le roi du monde souterrain, le roi de l'enfer, celui qui a été chargé de surveiller, enfin de diriger Tartaros par son maître. Donc c'est End donc qui a donné cette charge là à Margui. Mais si cette charge a été donnée à un Margui par End, ça veut dire que End savait qu'il ne pourrait pas lui-même se charger de cette guide. Donc quelque part il était au courant qu'il allait être de nouveau enfermé dans ce livre. Donc pour quelle raison End se serait enfermé dans ce livre-là. Ou alors il avait genre une maladie. C'est important, ça joue sur les mots, mais c'est quand même important. Ça veut dire qu'en gros, je sais pas, imaginez que par exemple End s'est dit qu'il valait mieux se cacher en attendant leur propice et donc à déléguer donc la charge de maître provisoire à Margui. Donc peut-être qu'il a créé Margui à travers ses dernières forces et ça l'a usé. Que sais-je, ça revient à ma théorie d'ailleurs que j'avais lâché sur Anatsu Agnologa et End. Mais bon, voilà, je vais pas non plus trop m'attarder là-dessus. Bref, Margui, attention, elle est deux mains libres et il est sur son trône, il pète le swag, voilà, attention, Margui dans la place, il fait son regard de malade mental qui est sur le point de vous violer vos rats. Putain de merde. Enfin, soit dans tous les cas, le mec il est là, et là, il est là en train de se dire, voilà, je vais devoir effacer cette émotion de nouveau avec votre putain d'expérience. Désolé d'être vulgaire, mais c'est pour remplacer certains mots qui parfois ne m'échappent plus du tout. Enfin, qui m'échappe, pardon. Donc, Rogue et Natsu, donc, qui sont apparemment très surpris de la puissance qui émane de Mardi. Je peux les comprendre parce que là, le mec, il est sérieux. Il a les deux mains libres. Et quand un méchant combat avec une main, en général, quand il combat avec les deux, c'est un truc de fou. Et là, visiblement, c'est un truc de fou parce que le mec, il y a une super page où il fait un petit regard de lover, où il tend les bras sur le côté avec des bouts de papier. Enfin, j'imagine que c'est des pétales. Enfin, parce que sa malédiction est liée aux ronces, plantes, pétales, roses. Ouais, c'est un peu ce genre de délire. Et dans tous les cas, le mec, il a l'air de balancer une super attaque bien dessinée en double. Il fait une sorte de torrent de ronces, en tout cas, qui prend avec Natsu et les autres qui ont du mal à se défendre. Mais Natsu est un petit malin et il s'accroche à une des ronces qui se fait malheureusement propulser. Et évidemment, il se fait reniquer de nouveau. Mais malgré tout, Natsu est un putain de génie vu que le mec il a réussi à esquiver quelques attaques de Mardi qu'il a attaqué avec sa malédiction alors que c'est la première fois qu'il la voyait. Et là, le mec il a déjà dépassé les ronces et il se dirige vers Mardi et il donne un super coup de poing qui... Et bah non, en fait, il s'est fait repousser. Le pauvre par un putain de champ de force. Le mec, il combat avec les deux mains, mais il a besoin d'une main pour baiser les autres. Enfin, le mec, c'est incroyable. Le mec, il repousse donc Natsu et pardon, Sting et Rock qui sont derrière et qui comprennent rien du tout et qui sont totalement explosés de nouveau par Margui. Voilà, le roi de l'enfer, il est là, Margui est dans la place, mais Natsu n'abandonne pas, et il est là, il charge de nouveau avec son Karino Kengaku, il balance donc une attaque, j'ai l'impression de commenter un truc de Street Fighter de limite, enfin bref, pardon, donc charge sur Margui, Margui là qui stresse plus tout, le mec il est là, c'est inutile, et non, Natsu n'abandonne toujours pas, et détruit le trône, enfin déplace le trône de Margui, Margui, donc, il est passé dans les airs. Et enfin, j'imagine que là, Margui va se dire, oh, je ne dois plus te sous-estimer. Mais là, c'est plutôt Natsu qui ne sous-estime plus Margui, vu que celui-ci appelle maintenant Sting et Rogue à sa rescousse, alors que le chapitre précédent, il disait, non, je vais m'en charger tout seul. Et Natsu donc, franchement, je ne vois pas non plus vaincre Margui, parce que le mec, il n'arrivait pas vraiment à le vaincre, et Sting et Rogue, pareil. Donc, les trois, forcément, doivent unir leurs forces, qui eux-mêmes comprennent enfin que Natsu a reconnu justement Margui comme étant trop puissant pour pouvoir être vaincu seul. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Sting et Rogue qui balance l'attaque qui a été inutile contre Natsu, qui a été inutile contre Natsu lors du tournoi, c'est-à-dire le Eluno Shiryu Senga, machin truc, je sais plus quoi, enfin qui est sorti dans le dernier épisode de Fairy Tail l'animé, ou l'avant-dernier, je sais plus. Bref, dans tous les cas, Margui donc qui se prend l'attaque de plein fouet et qui lâche avec un gros sourire la lumière et les ténèbres. Quelle beauté. Mais tout cela disparaît en moi. Le mec en gros, ce qui j'ai bien compris, il a absorbé, enfin il a réduit l'attaque en une toute petite boule. Est-ce que certains diront que c'est un Dragon Slayer? Non, je pense pas du tout. Mais dans tous les cas, je pense surtout qu'il est assez fort pour contenir toute cette énergie dans une seule petite boule avec ses propres mains. Donc en tous les cas, l'attaque la plus puissante combinée de Sting et Rogue ne fait absolument rien Margui. Et Margui, il est là, il rigole plus. Le mec, il est tellement puissant, il gère 3 Dragon Slayer en même temps, et c'est pas rien 3 Dragon Slayer. C'est pas rien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Il se prend une attaque. L'attaque, une des attaques les plus puissantes de là-dessous, qui est en mode dragon de feu électrique. Et dragon de feu électrique, c'est une attaque qui a même réussi à dompter, par exemple, Hades pendant un petit moment. Je veux dire, ne vous trompez pas, j'ai pas dit qu'il était plus fort que Hades. J'ai bien dit que c'est une attaque qui a réussi à buter Hades physiquement parlant. Ça veut dire qu'en gros, pour vous voulez, il y a la puissance magique et la puissance physique. Et Natsu,
est au-dessus, et bien au-dessus par exemple de Hades, dans ce qui est par exemple compétence, enfin, dans ce qui est force physique avec sa magie et tout. Je veux dire, le mec il est assez puissant pour pouvoir dépasser Hades. Mais en niveau de puissance magique pure, il était inférieur. Bon, ils ont réussi à gagner parce que Hades avait perdu son cœur, et vous connaissez la suite. Mais là, Margui, pour moi, a un niveau limite proche de celui d'Hades, voire peut-être au-dessus. Le mec, il arrive à gérer 3 Dragon Slayer, dont Natsu, qui est supposément être qui a un niveau bien plus puissant qu'il avait lors des 7 ans, avant des 7 ans. Et là, le mec, il arrive à gérer sans une petite égratignure, et la pire encore, le mec, il redescend et il tombe sur son trône avec la même pose du début. Voilà la force de Margui. Vous seriez idiot de le sous-estimer de nouveau et de ne plus aimer ce mec, qui est peut-être aussi arrogant que beaucoup de méchants shonen. Mais au moins le mec il assure, il est là, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, il sait ce qui se passe, il sait ce qui va se passer. Et là il est confiant dans sa victoire. Je suis en train de faire une grosse plaidoirie pour ce mec. Enfin bref, dans tous les cas, le mec il est là. Et dans tous les cas, tout le monde est maintenant en gros danger parce qu'il n'y a plus que les dragons, il n'y a plus qu'Acnologia le gros danger. Il y a Margui. Margui, il n'a pas été blessé, on l'a donné des pêches au moins 1 milliard de fois dans tout le tome ou quoi. Et le mec, il a juste une petite égratignure qui est là. Et le mec, maintenant, il dit encore pire. Il dit, vous savez, je suis même pas en train de me battre sérieusement là. Et on le sait, le mec, il s'est pas battu une seule fois sérieusement depuis le début. Et il arrive à repousser 3 Dragon Slayer, 3 puissants Dragon Slayer. Enfin, voilà quoi. Bon, d'accord, Sting et Rock sont peut-être pas les meilleurs Dragon Slayer, mais quand même, c'est 3 Dragon Slayer. Donc en gros, le mec aussi dit si c'est le mieux que vous puissiez faire, autant abandonner. Je suis d'accord. Là, je ne vois plus Natsu, ni Rogue, ni Sting, ni aucun des trois, même en même temps, vaincre Margui. Pour l'instant, ce que je vois, moi, c'est limite le fait que Natsu arrive à piquer le livre, parce que c'est vrai que le mec il a déposé le livre, mais il est où le livre? Il est posé là, à côté, il pourrait le prendre, et voilà. Mais non, en fait, non. Ils ne le font pas parce qu'ils savent qu'ils doivent battre d'abord Margui. Bref, de retour maintenant sur les autres membres de Fairy Tail, donc voilà, comme je l'avais deviné. Wendy de Rambat avait prévu de demander à Warren donc de communiquer avec les autres guides, mais sa télépathie visiblement est limitée à un rayon de 5 km, donc le mec il peut rien faire au-delà de cette limite, donc pour lui appeler tous les mages du continent c'est définitivement impossible. Donc il y a un bon millier de faits, et là ils savent plus quoi faire, et là ils sont pressés par le temps. Je vous rappelle que d'ailleurs tout ça se passe 20 minutes avant l'activation de phase, donc en 20 minutes il y a beaucoup de choses qui se passent, même si pour moi 20 minutes c'est quand même beaucoup par rapport au temps qui s'est écoulé avec le combat des Erza et tout ça. 20 minutes c'est énorme quand même. Bref, mais c'est pas très grave. Donc quelqu'un leur dit qu'il est trop tôt pour abandonner, et cette voix, on ne sait pas c'est qui, on voit un petit être avec un truc qui brille, ça c'est Makarov, et là elle a la carte. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Et là, apparemment, il a notre carte piège, notre carte secrète, notre carte maîtresse, nous l'avons également, que sais-je, c'est certainement Luministère, est-ce qu'on va le voir ou quoi? Et oh, c'est mes vis dans un cristal. C'est mes vis dans un cristal. L'humaine histoire, c'est mes vis dans un cristal. La fille dans le cristal est mes vis. Mes vis, c'est la fille dans le cristal. Dans le cristal est la fille appelée mes vis. Et Fairy Tail, l'arme ultime, l'arme finale de Fairy Tail est une fille dans le cristal. L'arme finale de Fairy Tail est mes vis piégées dans un cristal. L'arme ultime de Fairy Tail est une petite fille à poil dans un cristal. Le mini-histoire est donc effectivement Mavis, le corps de Mavis congelé dans un cristal. Est-ce que c'est un lacrymage? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un bel cristal? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le Ice Shell? Je ne sais pas. Beaucoup de choses sont possibles, mais en tout cas, on sait maintenant ce qu'est l'humaine-histoire. Et Makarov donc, a amené l'humaine-histoire. Il a amené une petite fille congelée dans un cristal pour sauver le monde. Mais cette petite fille n'est pas n'importe qui, c'est le premier maître de Fairy Tail. Et donc je rappelle tout ce qu'on a dit sur l'humaine-histoire depuis le début du manga. L'humaine-histoire est la lumière de Fairy Tail. L'humaine-histoire est les ténèbres de Fairy Tail. Pourquoi Ivan verrait en l'humaine-histoire les ténèbres de Fairy Tail? Qu'est-ce que Mavis? Pourquoi Mavis serait-elle considérée comme les ténèbres de Fairy Tail? Est-ce que Mavis est un danger en elle-même? Est-ce que peut-être le cristal qu'elle renferme est une sorte de super explosion bombe, que sais-je, et que si Mavis n'est pas à l'intérieur, le truc explose. Donc c'est peut-être pour ça que Ivan recherche l'humaine-histoire, parce que c'est une sorte de cristal tellement dangereux qu'il serait capable d'exploser tout le monde, mais Mavis est entrée à l'intérieur pour pouvoir contrôler l'explosion. Et c'est pour ça que Mavis dit la lumière de notre guilde, parce que c'est quelque chose qu'elle protège, et vu que c'est son propre corps à elle qui est à l'intérieur. Et qu'en plus de ça, Ivan peut-être voit justement ça comme les ténèbres parce que c'est un truc dangereux. Donc en soi, Ivan n'est pas forcément méchant, mais il veut peut-être se débarrasser de cette bombe ou alors peut-être s'en emparer lui-même pour l'utiliser. Donc beaucoup de choses sont possibles. Et encore une fois, il y a Hades qui disait il est temps de libérer la lumière. Et là, il amène un cristal avec Mavis dedans. Donc libérer la lumière, c'était de libérer Mavis du cristal. Libérer Mavis, mais est-ce que ça va la faire revivre? Mais alors pourquoi est-ce qu'elle était censée être morte dans l'île Tenro? Et pourquoi est-ce que son esprit était là? Peut-être qu'elle est piégée physiquement dans le cristal, mais son esprit s'est séparé de son corps, ou alors elle arrive à utiliser de la magie, sa magie d'illusion, pour créer sa
propre illusion à l'extérieur, mais en même temps elle a réussi à caster, enfin à utiliser le sphéricire à l'extérieur du cristal à travers une illusion. C'est pas possible, les illusions font pas des magies. Les illusions sont des magies en elles-mêmes. Et le sphéricire, c'est pas une illusion. Donc techniquement pour moi, Mavis est bien morte, avec le corps coincé à l'intérieur, mais comme c'est un être magique, blablabla, elle a réussi à séparer son corps de son esprit, permettant à celle-ci donc de se manifester via une forme éthérée, si vous voulez, permettant alors d'utiliser de la magie à l'extérieur, enfin, à canaliser, à faire le sort en utilisant la puissance magique des autres. Voilà. C'est ma conclusion. Et alors, quelle serait l'utilité de Mavis à poil, à l'extérieur, pardon, de libérer Mavis? Je sais pas. Par contre, alors, si on peut libérer Mavis, enfin, si Mavis est enfermée et qu'on peut la libérer, ça veut dire qu'elle a été enfermée sachant qu'on pouvait la libérer. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça? Peut-être parce que celle-ci cherchait à se congeler ou à rester dans cet état-là, à rester en vie, peut-être dans l'état de stase, et la faire sortir au moment venu. Peut-être qu'elle a rencontré Zeref, on le verra ça dans Fairy Tail 0, vu que dans Fairy Tail 0, on voit vite fait Zeref à la fin, mais peut-être, et je vous recommande de lire Fairy Tail 0 si vous ne lisez pas, putain c'est un must maintenant, c'est limite. Maintenant, c'est hyper important ce qu'on voit maintenant dans Fairy Tail, ce qu'on voit dans Fairy Tail 0, c'est très important de voir ça. Parce qu'on permet, on voit plus ou moins la situation actuelle, et on peut maintenant déduire plus ou moins ce qui va se passer en regardant même dans le passé. Je veux dire, plusieurs choses sont possibles. Mais pour moi, donc comme je disais, si Mavis est congelée dans un truc, enfin emprisonnée dans quelque chose où elle peut être libérée, et que personne ne l'a fait avant, c'est que justement il y avait une raison de ne pas le faire. C'est qu'il y a un moment donné, il était prévu que Mavis soit libérée à un moment précis. À un moment précis, je ne sais pas. Mais visiblement, le moment est arrivé. Donc pourquoi le Face End, c'est peut-être un lien avec End et Zeref. Dans tous les cas, elle est là pour faire quelque chose dans le futur. Donc elle est restée intacte. Elle avait un objectif. Et ça, on le verra certainement à la fin de Fairy Tail 0, comment elle arrivait à être congelée à l'intérieur de ce truc. Et en plus, elle était congelée donc, dans l'état où on voit dans Fairy Tail 0. Donc forcément, à la fin de Fairy Tail 0, on va la voir là. Bref, beaucoup de choses se produisent dans cet excellent chapitre un peu plus long que d'habitude, mais qui est quand même très bien, avec un méchant qui déchire sa race et des révélations, enfin. Bref, je ne vois qu'une seule utilité pour l'instant. Si on veut arrêter Face, il n'y a que Mavis qui peut le faire. Et ce ne sera pas à travers une magie explosive ou géante, vu qu'à la moment où Face s'est activé, il n'y a pas eu de truc lumière ou quoi, machin bidule, à la Ferrilo qui s'est activé. Donc forcément que Mavis va faire quelque chose un peu plus discret, qui ne se verra pas, mais qui permettra de neutraliser Face. Donc sur ce excellent chapitre, comme je l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Et n'oubliez pas de suivre Fairy Tail 0 et même Ice Trail pour un c'est rigolo, vu qu'on voit même Gildart, c'est un petit pervers aussi. Bref, sur ça les gens, à la semaine prochaine et ciao ciao. Pour moi, Mardi déchire sa race. Et je crois qu'il va peut-être être vaincu par Mavis, s'il revient. Ou Gildart. Peut-être que Warren va essayer de communiquer avec des gens dans un rayon de 5 km, en essayant de communiquer tous les mages qui sont pas loin, en se disant « S'il vous plaît, aidez-nous, qui que vous soyez !» Et là, on entend la voix de Gildart. Oui, je suis là. Oh, ce serait tellement magnifique. Avouez que ce serait magnifique. Avouez que ce serait magnifique. Warren qui s'est contacté des mages autour en disant « Putain, il faut de l'aide, peu importe qui soit là. » Et là, on voit, il y a Gildart qui est là juste à côté en se disant « Oui, je revenais après, vous avez gagné le tournoi, je suis revenu vite fait, aussi vite que j'ai pu. » Et là, qu'est-ce qu'on voit? Gildart qui arrive et qui gère Margui avec peut-être Laxus qui va être guéri entre temps, blam, il arrive, et on a un duo de choc, on a Gildart, et on a aussi Laxus, et peut-être à ce moment-là arrive Jelal, Laxus et Gildart, les 3 des 5 mages de rang S, et là peut-être que Miragen et Erza vont être guéris dans les combats. Mais bon d'accord, mais quand même les 3 plus puissants mecs, soi-disant de Fairy Tail, si on considère Jelal dans Fairy Tail, combattre Mardi, ça ferait... Ça, ce serait cool. Ça, ce serait génial. Vous voyez une double page magnifique où on a Jelal, Laxus et Gildart, c'est les mecs les plus badass, mais qui sont super en dessous dans les votes des personnages favoris. Je vous renvoie à la vidéo sur le classement des personnages populaires là, sur Fairy Tail. Mais quand même, voir ça serait cool. Bref, c'est une petite espérance à moi. Je ne sais pas ce que vous voulez. N'hésitez pas à écrire dans le commentaire et dites-moi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé, ce que vous imaginez concernant la suite ou de ce chapitre, peu importe, en commentaire. Bref, ce sont les gens vraiment. Allez, ciao.